Tiers livre, écran de nuit, semaine avec l'italien Giorgio Manganelli. On est le 4, un autre versant de cette œuvre, boum, qui nous renverse, qui nous éclate comme un beau tour de manège dans une fête foraine. Mais justement, c'est là où on retrouve cette question de l'auteur comme écosystème. Il a vécu comment, Manganelli? De ses écritures folles? Oh, je pense pas. Par contre, écrire dans les journaux, faire du travail en revue, être éditeur, être traducteur, mine de rien. Vous savez ce qu'il a traduit en italien? Les œuvres complètes d'Edgar Poe, puis aussi de Henry James et d'autres. Mais ça pose peut-être un peu son mec, non? On le voit un peu autrement. Un point étrangement commun avec Kenneth Goldsmith, l'écriture sans écriture. Goldsmith revient très souvent à une espèce de livre fou du XVIIIe siècle anglais qui s'appelle « Vie de Samuel Johnson » par Boswell. Or, c'est la vie d'un homme qui parle et qui n'a rien fait d'autre. C'est un livre qui, à la fois, mime complètement le degré zéro de la vie de Samuel Johnson, mais auquel plein d'autres gens ont ajouté des anecdotes. Donc un livre qui peut proliférer indéfiniment, sauf que M. Samuel Johnson lui-même tente à disparaître. Et ben Manganelli, plutôt que de traduire la vie de Samuel Johnson, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sa propre vie de Samuel Johnson, mais il a fait une vie brève, c'est-à-dire le livre anglais qui est peut-être le plus long sur presque n'importe quoi, ça parle de son chien, de tout ça, de M. Johnson, mais il en fait un petit morceau d'orfèvrerie complètement d'une vie à l'envers. Ça, c'est Manganelli. Donc le prendre par le côté des essais. Peut-être le plus respecté, c'est Corti qui l'a repris. C'est une angoisse de style. Parler d'un titre, l'écriture comme angoisse. Et puis là-dedans, il y a L'île au trésor de Stevenson, il y a le magasin d'antiquités qui est un des plus beaux Dickens à mon avis. Il y a évidemment 2 textes sur Edgar Poe, puisqu'il est son traducteur. Quand on traduit, il vous en passe des choses par la tête. Il y a des choses sur Pinocchio. Et je vous assure que le Pinocchio de Manganelli est magnifique texte aussi sur Marco Polo. Angoisse de style. Alors vivre comme auteur, on écrit dans les journaux, on se bagarre, on ferraille, on fait des interviews, on écrit sur des faits divers. Des fois ça réussit, des fois ça réussit pas. Rappelez-vous de Marguerite Duras. Mais lui, ça, il va le rassembler aussi en livre. Le crime paye, mais ce n'est pas évident. Qu'est-ce que c'est? C'est question d'intervention auteur sur des choses de la vie, peut-être pas politique, mais en tout cas sociale, sur les films. L'horoscope, non. Mieux vaut la guerre des étoiles. La co-mort. Tiens, j'ai pas lu celui-là. Le défi des impôts. Je me méfie des 150-tenaires qui cherchent femme. Et à la fin, la deuxième partie, puisqu'on fait des interviews dans votre travail rémunéré, est-ce que par hasard, vous ne pourriez pas les inventer vous-même et faire des interviews impossibles? En tout cas, c'est le titre de la deuxième partie de Manganelli. Le crime paye, mais c'est pas évident. Celui que je révère le plus, c'est un qui parle quasiment tout le temps de l'écriture. Le bruit subtil de la prose, c'est aussi au promeneur. Peut-être lire simplement la table des matières. Mais si j'en avais un aussi à vous recommander, balancez-vous là-dedans, surtout et surtout si vous écrivez. Bon, il y en a, c'est des petits textes qui font 2 pages, 4 pages. Lieu de travail. Rappelez-vous le texte de Georges Perec sur comment classer son bureau. Écriture. Pourquoi est-ce que j'écris? La ligne blanche. Ce que n'est pas un récit. Éloge de l'écriture obscure. Quelques licences poétiques contre la clarté. L'écrivain n'existe pas. Apologue sur le destin de la littérature. Le roman. Elle est ascétique et putain, la littérature. Même pour écrire, il faut un traité de bonne manière. J'en saute, avant-garde littéraire. Jeu d'équipe avec quelques silences. Pour de l'argent, oui. Pour amour, jamais. Celui-là, un écrivain? On verra dans 100 ans. Non, cher Moravia, on peut apprendre l'art du roman. Vous voulez devenir écrivain? Faites de la géologie. C'est pas Pierre Michon qui dira le contraire. Recension, la vulgarisation. Ne jamais dire merci. Le bruit subtil de la prose. Avec l'autorisation de faire des erreurs. Je vous interdis Hamlet. Catalogues et dictionnaires. Magnifique chapitre. L'art de lire des catalogues. Quelle sera la tâche d'une rhétorique moderne? Les mots inventés. C'est là où il parle du rapport de l'enfance au dictionnaire. Les enchantements de l'encyclopédie. Alors on en a d'autres, comme Borges et Lovecraft.
Et le fait que l'encyclopédie vous raconte pas des histoires, mais vous raconte le réel. Mais en tant qu'imaginaire, puisque c'est par sa reconstruction dans la tête que ça passe. Sado-langueur et Masodélice. Le succès et les prix littéraires. Les destinées d'un écrivain. Le succès. Comme est doux l'insuccès. J'aime l'insuccès. Le festival des grands. Si vous me permettez, j'aurais une idée. La décommémoration. Lecture. Mots émiettés. Défense de lire. Mots d'eau et mots de pierre. Mots infinis. Etc. etc. Je vais en lire juste un. L'embarras du choix, le début sur les dictionnaires. Qu'est-ce qu'un dictionnaire ? C'est un lieu où les mots se reposent, ne bougent pas, c'est-à-dire célèbrent leur qualité suprême qui est d'être mort. Je crois que l'écrivain est toujours lié à cette vexation des mots, qu'il ne peut pas utiliser des mots vivants. Au moment même où il capture le mot, celui-ci se présente dans sa grâce défunte. C'est un fantôme, quelque chose d'immobile, qui n'a plus de vie au sens commun et habituel. Mais je voudrais me concentrer sur notre texte. L'écrivain n'existe pas. Il y a quelque temps, je suis tombé sur le compte-rendu de je ne sais quelle réunion littéraire comme il s'en tient ces temps-ci. Je me rappelle que quelqu'un, un jeune écrivain, s'y plaignait que les jeunes lisent les écrivains âgés, mais que ceux-ci ne lisent pas les jeunes. L'observation est exacte. Depuis lors, je me suis souvent demandé pourquoi donc ce jeune écrivain a raison, et pourquoi cependant il me semble que cette situation ne peut être corrigée. L'écrivain âgé peut lire les jeunes écrivains par devoir professionnel d'éditeur, s'il travaille dans une maison d'édition. Il peut les lire par scrupule, dans l'espoir d'une émotion inédite, et aussi pour confirmer ses médiocres méfiances. Mais qu'est-ce donc qui sépare, séculairement je crois, l'écrivain âgé de l'écrivain jeune ? Naturellement, en premier lieu, une sorte de sourde envie. Non, ce n'est pas l'envie du vieux pour le jeune, c'est une envie plus subtile et triste, la rancœur due à une illusion puissante, merveilleuse et perdue. L'écrivain âgé est simplement toujours et de toute façon un écrivain raté. Il a consacré sa vie à une activité volatile, fragile, vague, à la fois mystérieuse et frivole. En vieillissant, il a appris que rien, en aucun cas, ne peut l'assurer qu'il a été, même quelques mois seulement, un écrivain. Aucune confirmation ne peut lui en être apportée par des prix ou des recensions critiques. Les succès de vente le désorientent et bien souvent l'accablent, puisque tous les écrivains, à succès ou non, sont simultanément des ratés. Nul écrivain ou nulle corporation d'écrivains ne peut garantir pareil titre à qui que ce soit. Mais l'écrivain âgé n'est pas seulement raté, il est aussi conscient d'autre chose. En premier lieu, il y a une coquille. En premier lieu, il ne sait pas avec précision ce que peut bien signifier le terme écrivain. D'après la façon dont est fait un livre, on peut dire « c'est un roman ». On peut en déduire qu'il a été écrit par un romancier. De la même manière, on se rend compte qu'un livre est un recueil de nouvelles ou bien de poésie, mais romancier, nouvelliste, poète ne sont pas des spécifications d'écrivain. D'une certaine façon, ce sont des mots plus honnêtes qui désignent un métier, celui que quelqu'un fait, quelque chose comme ingénieur, médecin, hydraulicien, bourreau. Nul de cela ne cherche à tromper son prochain. Quiconque décrit un roman a le droit de se déclarer romancier, mais tous les romanciers ne sont pas des écrivains. Cela est sûr, mais ce qui est beaucoup moins sûr, c'est ce que bien être cet animal qui se prétend écrivain ou qui se présente comme tel. Est-ce un ange, un prophète, un bavard par écrit, un maniaque des dictionnaires, ou simplement quelqu'un qui n'a guère envie d'exercer un métier, de se rendre utile. Je me rappelle cette phrase de Bernard Shaw. « Trop fatigué pour travailler, j'écrivais des livres. » Est-ce simplement un monsieur qui souffre de troubles psychiques liés à une certaine vanité, un exhibitionniste, un misanthrope à la fois? Un air d'escroc flotte naturellement sur sa figure pensive, mais en même temps qui transparaît une sécheresse de tête, quelque chose qui fait penser aux mathématiques, à la paranoïa, à un douteux ascétisme. Oui, car nous pouvons tous, si nous le voulons, faire l'ascète, mais si nous nous trompons de religion, est-ce que cela compte quand même ? Peut-être vaut-il la peine de revenir à l'examen d'écrivain jeune. Quelle expression intrigante! Si nous ne savons même pas ce qu'est l'écrivain, et si celui que les autres appellent écrivain ne peut pas non plus savoir s'il l'est,
Pouvons-nous y ajouter une précision aussi pédante? Jeune. Le jeune qui écrit, cette formulation me paraît plus honnête, est simplement celui qui ignore qu'il est destiné à perdre, en vieillissant, la certitude d'être un écrivain. Il est en train de travailler à un ratage, mais pour le moment il n'en est pas conscient. Au contraire, la fougue agressive de cette vocation qui le rend inconscient et ingénu, légitime d'une manière ou d'une autre, son affirmation « je suis un écrivain ». D'un autre côté, il est absolument nécessaire qu'il y ait des écrivains jeunes, parce que c'est l'unique façon d'obtenir des écrivains âgés, et ces derniers sont la matière première des seuls qui peuvent, avec quelque légitimité, porter ce titre. Évidemment, les écrivains morts. C'est vrai, l'écrivain âgé est attiré par les écrivains morts, pure vanité. Il voudrait être leur collègue, non pur, modulé à perpétuité par toute l'humanité en chaque coin de la terre, transformé en une série de solides volumes bien reliés, admirés sauvagement par de futurs jeunes écrivains, et en même temps accompagné de la clientèle d'une bibliographie dévote. Mais n'avait-on pas affirmé qu'on ne savait même pas ce que diable peut bien être cet écrivain? C'est vrai, peut-être pouvons-nous le dire. L'écrivain n'existe pas. C'est une fable. Il n'est pas jeune, ni âgé, pas même mort, quoiqu'il participe de la grâce de l'inexistence. Des mots existent qui obscurément s'effleurent et s'agrègent sous une main obéissante. Un vent verbal éternel et invisible souffle partout. Il n'y a pas d'auteur, et donc il n'y a pas d'âge. Comment l'écrivain pourrait-il ne pas être ignorant de lui-même? Regardez, seuls des livres anonymes se pressent dans les bibliothèques du monde. Giorgio Manganelli, Le bruit subtil de la prose. La traduction est de Dominique Ferraud. À demain.